Direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va évoquer les questions de sécurité, je vous le disais, avec ce trafic de drogue dans les ports et notamment le port du Havre. 6 hommes sont accusés d'avoir été les acteurs de premier plan d'un vaste trafic de cocaïne international. On va avec des dockers corrompus, on va faire le point avec Maëva Lamy et Sandra Buisson et puis on en débat ensuite dans le Punchline. En provenance des ports de Colombie, d'Équateur, du Brésil. Parfois, en faisant étape dans les Antilles françaises, c'est par mer qu'arrive 84% de la cocaïne qui entre dans l'Hexagone. Le plus souvent, elle est cachée dans des containers au milieu de la marchandise légale, café, fruits, sucre par exemple. Le Havre est le premier point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois au port, les trafiquants doivent trouver un moyen de la faire sortir, comme l'explique Stéphanie Charbonnier, directrice de l'Office français anti-stupéfiants. Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers, qui sont une profession particulièrement exposée sur les ports. 50 000 € parfois pour déplacer un container où est cachée la drogue, 75 000 € pour signer une autorisation de sortie. Un trafic qui amène avec lui son lot de violences, d'enlèvements, de séquestrations, de règlements de comptes. Si les attaques à l'arme lourde comme à Anvers ne sont pas encore d'actualité, le danger guette, selon le procureur du Havre. L'autre voie d'entrée de la cocaïne en France, ce sont les vols au départ de Guyane essentiellement, en direction des aéroports parisiens. C'est de la cocaïne. Il est 9h45. Vous êtes placé en retenue douanière, monsieur. Des passagers sont payés pour passer les stupéfiants en les cachant sur eux ou en avalant les capsules de drogue. En 2021, près de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les aéroports parisiens. Voilà pour ce constat effrayant concernant le Havre. Linda Keba, bonsoir, déléguée nationale unité SGP. On a du mal à croire qu'il y a un trafic international qui arrive dans nos ports et celui du Havre, mais c'est pourtant la réalité. Bon, en fait, c'est une réalité bien ancienne. On sait très bien que de toute manière, la cocaïne arrive en France de manière régulière, aussi bien au Havre que par avion, et notamment depuis la Guyane, où une partie considérable des passagers durant des vols sont des mules. On le sait, et on fait le choix comme ça au hasard, en espérant que ce soit celle qui on contient le plus dans le ventre qu'on contrôle à ce moment-là. En tout cas, c'est le travail des douaniers et des policiers de la PAF. D'accord. Karim Zeribi, c'est vrai que c'est surprenant, mais visiblement, les policiers sont au courant depuis bien longtemps de ce qui se passe dans ces ports. Oui, le nord de l'Europe est une plaque tournante qui est connue, entre Rotterdam, Anvers et le port du Havre, qui est quand même le premier port de conteneurs en France, donc qui dépasse largement Marseille, même si je peux le regretter, non pas pour le trafic de drogue, mais pour le trafic de marchandises, évidemment. Et donc, du coup, on a au côté sud une route qui est celle de l'Espagne, qui vient du Maghreb pour le cannabis et autres, et même pour la cocaïne qui peut aussi passer par là. Mais on a du côté du nord, tout ce qui provient d'Amérique du Sud, et effectivement par avion, comme l'a dit Linda, mais aussi par le port du Havre, où là, il y a une mafia qui s'était épris du port du Havre en mobilisant soit par la force, soit par l'attractivité pécuniaire des dockers qui les avaient soit persécutés, soit achetés, ça c'est le procès qui le dira, pour permettre à la cocaïne de rentrer. Mais 150% de plus, je dirais, de cocaïne qui a été subtilisée par les forces de l'ordre, par le port du Havre. Donc ça veut dire que c'est une vraie plaque tournante pour entrer la cocaïne dans le pays. Geoffroy Lejeune, ça vous surprend pas non plus ? Non, moi j'ai une question pour Linda Kebab. En fait, je regrette parce que je connais le sujet depuis quelques temps, mais je connaissais pas en fait avant. Je crois que le grand public se fait un peu tromper par le récit qu'on a de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression quand on entend parler de trafic de drogue, de cocaïne ou d'autres d'ailleurs, que en gros les trafiquants sont super forts, super bien organisés, qu'ils ont parfois même de la chance, etc. Et que la police, elle fait ce qu'elle peut. Mais en fait, ce qu'on ne perçoit pas, et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est expliquer en réalité quelles sont les entraves au quotidien. En fait, moi je pense que c'est un problème de volonté politique, et notamment de volonté politique de donner à la police les moyens de faire son travail. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire récente de la police en matière de lutte contre les stupes, mais pas que d'ailleurs, c'est un peu une entrave à cause de la procédure, à cause de l'alourdissement de ce qui vous est demandé, la paperasse, etc., avec un manque de moyens qui va de pair. Et donc ma question, c'est de vous demander peut-être de décrire ce qui aujourd'hui empêche un policier, pourtant dont c'est le métier, bien intentionné, etc., d'être aussi efficace que ce que le grand public espérerait sur spécifiquement le trafic de drogue. C'est pas tant l'empêchement que le ratio qu'il faut prendre en compte, puisque
que, en gros, le nombre d'effectifs qui est dévolu à la lutte contre les trafics stupéfiants, donc aussi bien ceux qui sont sur la voie publique que ceux qui sont dans les services d'investigation locales, départementales, PJ, etc., sont bien insuffisants par rapport à ce qui entre dans le territoire. Ouais, donc en réalité, avant de parler des lourdeurs procédurales qui existent, des problèmes techniques qui existent, du manque d'effectifs qui existent, du manque de volonté politique depuis longtemps pour mettre des mesures coercitives extrêmement fortes, des problèmes de la justice et de ces manques de moyens dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et notamment dans les sanctions à l'égard des dealers, etc. Il y a d'abord la question de l'entrée de tout ce stupéfiant sur le territoire qui est juste, mais innombrable. Pour nous, c'est un chiffre qu'on peut même pas mesurer tellement il est important. Et donc nous, on est juste là à vider l'océan à la petite cuillère. On essaie juste de faire en sorte que ça ne déborde pas en réalité. Mais c'est un fléau qui vient d'au-delà de nos frontières. Comme il le disait il y a quelques instants, M. Zeribi, c'est que ça vient d'un peu partout à l'international. Il y a évidemment le nord de l'Afrique, le sud de l'Amérique. Il y a également autour de l'Afghanistan également, il y a un trafic qui est différent mais qui existe également. Et donc du coup, c'est tout ça le problème. Donc c'est un problème quoi ? C'est un problème diplomatique, c'est un problème de relations internationales, c'est un problème de coopération aussi des polices et surtout de bonne volonté des autorités des pays qui sont concernés. Et notamment que ce soit l'Europe de l'Est, pour les groupes mafieux, où parfois on a des difficultés à avoir de la coopération des autorités locales, parce qu'il y a aussi ça qui va freiner le travail des policiers, mais également des pays dont on sait qu'ils sont des producteurs, ou en tout cas des importateurs de drogue, et bien là, c'est un vrai problème pour nous, et on n'a absolument pas de pouvoir à leur égard. Alors moi, je voulais pas nier, pardon, un dernier mot, je voulais pas nier du tout le fait que ce soit un problème colossal, qui en plus prend de l'ampleur, etc. Juste sur la partie sur laquelle on pourrait, je dis la France pourrait agir modestement par une volonté politique, il y a une chose qui m'a frappé énormément, c'est le Gérald Darmanin, quand il est nommé ministre de l'Intérieur, qui dit avec moi les trafiquants vont arrêter de dormir, et qui 1 an et demi plus tard dit, commence à évoquer l'idée du démantèlement de la PJ, en gros en tout cas de changement complet d'organisation de la police judiciaire, qui est en fait la seule à pouvoir démanteler des réseaux et non pas juste arrêter des dealers, quoi. En réalité, la PJ, au-delà du savoir-faire, elle a aussi la possibilité d'avoir le temps de travailler. C'est ce qui nous manque dans la police. Dans la police, il y a un truc très luxueux qu'on n'a pas, c'est le temps. Et notamment les services d'investigation au niveau local et départemental. C'est ce luxe que la PJ a. Et c'est ce luxe aujourd'hui qui semble être en danger. Et en effet, donc du coup, particulièrement dans la lutte contre les réseaux et les gros trafics qui vont au-delà des régions et qui vont même toucher à l'international. Donc oui, c'est un vrai problème. Et en réalité, dire que les dealers vont mal dormir ou ambitionner sans pour autant mettre les moyens, c'est un peu utopique. Karim, un dernier mot je pense qu'il y a deux combats. Il y a le combat de la lutte contre cette drogue qui rentre dans le pays par tonnage donc colossal, et c'est impressionnant. Mais pourtant, les fonctionnaires de police font péter, comme on dit, des passages. Et il y a de l'argent qui est perdu par les trafiquants, mais on a affaire à des multinationales, bien sûr. À l'échelle du trafic international. C'est des gens qui représentent des petits États par rapport à ce qu'ils représentent. Et effectivement, on peut se poser la question de nos moyens par rapport à cela. Et puis, il y a le travail des forces de l'ordre une fois que la drogue est sur notre sol. Et là, effectivement, c'est un autre travail, une autre lutte avec, c'est peut-être sur ce sujet-là que Geoffroy évoquait les difficultés administratives, de procédure, autres, quand ça se passe sur notre sol. Mais quand la drogue rentre, elle rentre par tonnage, c'est colossal. Et effectivement, on en fait péter, mais pas suffisamment. Alors, Linda Kebab.